Salut les gars, encore un petit démontage, là ça va être vite fait. C'est donc le ZD Racing ZRT One. Après nettoyage qui nous donne vraiment une super impression de l'état du véhicule. On peut pas dire qu'il a vraiment servi. Les noix de cardan n'ont pas d'empreinte. Un tout petit peu à l'arrière côté roue c'est tout. Pas de grosses traces sur le dessus du véhicule. Quelques rayures en dessous mais rien de méchant non plus. Les plastiques, je répète, font une bonne impression de solidité parce qu'ils sont épais, mais ça ne veut pas dire que ça tiendra à ce que ça promet sur le terrain. Et petite modification aussi, j'avais dit que ce sont les 4 mêmes tirs en supérieur, et en fait les avants ici ont un petit bosselage pour permettre le passage de la direction, ce qui n'est pas le cas à l'arrière. Et ce démontage va être vite fait parce qu'on va tout simplement juste sortir les différentiels pour voir l'état des différentiels. Le reste de l'engin étant en super état. Il n'y a pas de jeu anormal, il n'y a absolument rien qui cloche sur cette machine. On va sortir le diff arrière. Alors, les cellules sont montées par des vis qui passent à travers avec des vis-stop, donc méfiez-vous. N'oubliez pas si ce n'est pas le cas parce que le constructeur ne l'a pas prévu. Chez Sen, par exemple, c'est prévu, même si vous serrez l'écrou à fond. Le bras de suspension pourra toujours coulisser librement parce qu'ils ont prévu le coup. La cale arrière, vous voyez, elle tient la cellule ensemble. En plus, elle est fixée au châssis. Là. Pas bien fait son boulot, Mani, il y a encore de la terre à l'intérieur. Alors ceux qui n'aiment pas les démontages, vous n'êtes pas obligé de regarder. Alors la cale avant aussi est fixée avec le châssis, et en plus en fait ils ont fixé encore une fois la cellule au châssis. Donc là vraiment plus solide tu peux plus, puisque le renfort avant est vissé à la cellule, le renfort arrière est vissé à la cellule, le tout est vissé ensemble et le tout encore une fois monté sur le châssis. Seul petit bémol de ce genre de système, c'est que ça rend l'accès au différentiel moins aisé quand on veut faire une intervention rapide. Alors toujours en loisir, aucun souci. Évidemment, pour les compétiteurs, c'est un problème. Quelque chose que je reproche un peu à Gamma aussi, parce que les nouveaux châssis ont tous en fait une trappe d'accès rapide. Vous avez vu, même sur le X-Max, vous atteignez votre diff en 2 minutes. Sur la Hyper MT, c'est pareil. Et sur les buggy nouvelle génération aussi. Alors, pour le démontage rapide, eh ben, vous repasserez. Allez, on va enlever tout dans la foulée alors. Puisque je vais aussi voir l'état de mon diff avant. Mais comme vous pouvez constater, quelles que soient les marques, c'est toujours le même principe et plus ou moins avec des variantes évidemment de la structure, mais tout reste similaire. Aïe, aïe. Que je démonte la mauvaise. Donc là, les vis sont déjà sous fer. Dans ce cas-là, c'est très bien aussi. Moi, j'aime bien quand les vis se coincent, comme ça, on peut vous montrer tout ce qui est possible et imaginable. Il faut caler le véhicule de façon à ce que ne répercute pas, si vous travaillez, vous forcez dessus, le choc, en fait, sur des pièces plastiques. Donc ici, on va prendre appui sur la tourelle avant, puisqu'elle fait 5 mm. Sinon, tout simplement, j'aurais calé de façon à poser le châssis. Si vous travaillez sur le milieu du châssis, faites bien attention aussi, si vous calez devant derrière, c'est que vous allez avoir de la torsion au milieu, donc calez-le bien au milieu.
On va débloquer tout de suite le reste des vis qu'on va devoir démonter. Voilà. Ok. Alors, petit récapitulatif quand une vis coince. Première chose, on peut tenter de refaire son empreinte. Si on échoue dans la tentative de refaire l'empreinte de la vis, ce qui n'est pas le cas ici, dommage, je ne pourrais pas vous le montrer. Voilà. Donc si on échoue dans la tentative de refaire l'empreinte de la vis, on peut utiliser un extracteur. Tout simplement, ce sont des empreintes carrées ou autres. On peut utiliser un embout Torx qui va dedans, puisque les coins du Torx sont un peu plus pointus. Par contre, la douille Torx est aussi plus fragile, comme ce sont des dents et pas des pans. Si la vis est vraiment serrée fort, la douille va casser dedans. Donc méfiez-vous quand vous faites ça. Sinon, il existe des extracteurs spécialisés qui tournent tout simplement en sens inverse et qui vont se couper à l'intérieur de la tête de la vis, comme ceci par exemple. Celui-ci va découper la vis et va rentrer dedans en sens de desserrage. Et à un moment ou à un autre, il va se coincer dans la tête de la vis et ça va pouvoir sortir. Si ça ne fonctionne pas, vous pouvez, comme avec l'embout 6 pans, en fait, vous frappez, vous mettez la force à l'intérieur de la tête de la vis, ce qui n'est pas forcément bien, puisqu'on a plus de force en périphérie, parce que plus le levier est long, plus on a de force au centre de la vis. Vous pouvez aussi, avec votre pointeau, en fait, taper sur le côté de la vis, ensuite pencher le pointeau et lui mettre des petits coups pour la débloquer et la faire tourner. Et en cas d'échec de ceci, il reste la Dremel pour entailler la vis. Vous faites une fente à plat. Alors prenez un petit disque si vous ne voulez pas abîmer le châssis, parce que forcément, si vous prenez un gros disque, l'angle du disque va être trop grand et on va endommager le châssis. Une fois que vous avez fait une bonne empreinte plate avec un tournevis plat, vous êtes donc en périphérie des deux côtés. Et vous pouvez donc vraiment forcer sur la vis. Dans de rares cas, allez, on va vous montrer comment ça marche l'extracteur. S'il fonctionne. C'est pas dit que ça va marcher. Alors méfiez-vous. Les extracteurs, parce qu'on force avec, sont montés sur des embouts 6 pans. Alors quand ça coince, tenez bien la machine parce que au lieu de glisser dans le mandrin, en fait, c'est la perceuse qui va tourner. Donc faites gaffe à ce que vous faites. Voilà, vous avez vu, ça perce la vis jusqu'à un certain point où l'empreinte est assez profonde pour sortir la vis de là. Et voilà, bien sûr, Mani continue avec le tournevis. Bonjour Mani, bien réveillé Mani. Et la vis, évidemment, après est inutilisable. Ça ne fonctionne pas avec toutes les vis. Selon la dureté, la forme de la vis, etc., etc. Mais ça peut déjà vous dépanner pas mal. Sans oublier, bien sûr, si les vis sont montées à la Loctite, ce qui est souvent le cas dans l'aluminium, là, ici, on est alu sur alu, donc vous mettez un petit coup de chauffe avec votre fer à souder bien balèze ou un petit coup de flamme pour faire craquer la Loctite. Ça va faire travailler l'alu, il va se dilater aussi, et souvent, ça suffit aussi pour enlever le point de pression qui coince la vis. Et voyons voir si cet engin se laisse démonter. Alors, ce que j'aime bien aussi là sur le ZD Racing, c'est qu'il y a une chose qui est bien faite, c'est qu'il n'y a pas 36 000 sortes de vis. Vous avez du 1,5 et du 2, du 2,5 et du 2 et du 2,5. Je ne vais pas y arriver ce matin. Et c'est fait. Alors, à l'arrière, on va
sortir le renfort inférieur avec. On va pas se compliquer la vie. C'est impressionnant le nombre de renforts qu'ils ont mis. Alors soit c'est parce que le châssis est vraiment mou. Ou alors ils ont vraiment prévu la machine overkill. Moi ce qui m'intéresse c'est la qualité et les dentitions des diffs. Hop, train arrière. Ah oui, train avant. Même il a oublié la direction. Alors, changement de tactique. On va enlever le top plate. Et on va enlever les biellettes de direction et laisser tout ça en place. Rien qu'ils disent, mais l'autre, il a démonté 36 000 machines, il y a tout en pièces dans l'atelier. Non, rassurez-vous, en fait, il est démonté le matin et remonté le soir après nettoyage. Et je vous montre pas le remontage parce que c'est la même chose que le démontage, mais c'est plus long parce que quand on remonte, eh bien, on va huiler, graisser, caler, etc., etc. Et vous aurez le petit tuto sur le Agama et le pourquoi du comment. Mani, il a acheté une épave. Allez. Refus d'eau tempéré. On va quand même devoir l'enlever entièrement. C'est pas plus mal. Donc, direction montée sur roulement, architecture totalement classique de la direction. Vous avez donc deux renvois de direction. Ceci s'appelle la barre de Ackermann. Ici, elle a plein de réglages, cette barre de Ackermann. Et ces réglages influent en fait sur la réaction de la direction au début ou à la fin de course. Et selon comme vous changez l'angle ici, ça va changer l'angle sur la roue quand la suspension s'enfonce, puisqu'on va plus ou moins, sur le travail de suspension, raccourcir la distance entre la direction et la roue, selon l'angle à laquelle fonctionne tout ça. Et ça va changer donc le braquage d'une roue par rapport à l'autre. Et donc induire une réaction, soit une direction plus incisive à l'entrée du virage, soit plus incisive à la sortie du virage. Là aussi, ça c'est plus utile en compétition. En loisir, bon bah, on se débrouille, on arrive à tourner quand même. Donc à vous de voir. Je vous conseille d'essayer en fait, tout simplement. Vous faites un petit ovale. De Dieu que c'est bien serré tout ça. Manu il a tout envoyé valdaguer. Donc le mieux à faire pour tester ces histoires de direction, c'est de se faire un petit ovale. Hein, si vous êtes tout seul, soit vous avez des obstacles naturels, soit vous prenez tout simplement des bouteilles d'eau. Dans chaque bouteille d'eau vide, je vous conseille, mettez juste un peu de sable fond. Pour qu'elle reste debout, vous mettez un petit coup de peinture orange ou de n'importe quoi dessus pour qu'elle soit bien visible. Vous prenez 4 petites lots, vous faites un joli ovale. Et vous allez ensuite tester tout ça. Vous mettez la direction dans les barres de Ackermann avant. Et ensuite vous passez à l'arrière. Donc passez tout de suite du mini au maxi pour que vous puissiez bien avoir une idée de la différence de comportement du véhicule. Alors ça aussi c'est classique dans la base des trucs thermiques, c'est qu'on avait des grandes colonnes en fait et les pièces de diff, les cavaliers de diff sont juste glissés dessus, ce qui est très solide point de vue architecture.
Là, ils ont carrément des pans. C'est pour ça qu'ils ne tournent pas à l'intérieur. Ils sont généreusement enfoncés ici dans la plaque de renfort qui fait 5 mm aussi. C'est super bien foutu ce machin. Franchement, je suis impressionné. Voilà. Mani nous avait promis un démontage rapide. On n'a toujours pas vu l'intérieur du diff. Ouais, calmez-vous les gars, calmez-vous. Je suis d'accord. Ça traîne. Mais moi je m'amuse. Voilà. L'intérieur des diffs, même l'huile n'est pas encore sale. Pour vous dire que l'engin n'a pas fonctionné grand chose. Puisque toute évidence, il n'y a pas de traces de démontage. Franchement, c'est pas mal. Donc 4 satellites. La qualité de l'ensemble métallique a l'air tout à fait correcte. De toute façon, on voit bien sur la couronne principale qu'il n'y a pas d'usure, il n'y a pas de marque, il n'y a pas de traces. Ça a vraiment à peine fonctionné. Et ça a fonctionné en plus bien réglé. Moi, clairement, quand je vais changer mes huiles, comme c'est un engin qui va être utilisé pour le bash, on va mettre des huiles un peu plus raides. Alors, diff avant, diff arrière, accessibilité, pas génial. Bon, on peut dire que sur le châssis, en fait, en théorie, vous pouvez enlever la cale ici, de train, une fois que vous avez réussi à sortir les axes. Dévisser uniquement la partie arrière et sortir, mais il y a un petit rebord ici, donc il faut bien desserrer toutes les vis du dessous du train, même si vous voulez intervenir rapidement sur cette histoire. Alors lui, il veut même pas lâcher l'affaire quand il est démonté. Ça, c'est bon signe pour le bash, parce que même si tout se tord et on déglingue tout, il faut que ça reste ensemble. Voilà, on arrive au diff. Donc le diff chez ZD Racing qui lui aussi a le petit BTR pour sortir l'axe. La dentition est tout à fait correcte. En buggy entre guillemets, généralement on n'a pas des dents aussi immenses qu'au MT. Parce que généralement déjà il y a toujours normalement un diff central et les huiles relativement souples, donc la puissance peut toujours s'évaporer quelque part. Il est rare qu'on force aussi fort sur la transmission en buggy entre guillemets que en MT. Donc ceci suffit largement. Les roulements sont à double paroi métal, pas nylon. Ah, c'est comme sur Arma, il y en a qui vont se plaindre. Ah ouais, c'est pas étanche. C'est quand même pas mal étanche, rassurez-vous. Ces roulements, généralement, tiennent très longtemps. Ce qui est bien sur ces buggy et truggy à l'architecture classique, à l'ancienne méthode, donc avec les grandes noix de cardan et tout, c'est qu'il y a sur tout le véhicule les mêmes roulements, à part dans la direction. Vous avez partout du 16 par 8 par 5 en général, donc sur tout le kit. Là, vous pouvez aller sur le comptoir du roulement, vous prenez un kit, bon ça c'est une taille au-dessus, maintenant il vous envoie des roulements Kanzen. On l'a ici par exemple, un petit pack spécial rentré qui m'a été fourni par le comptoir du roulement. Donc il y a 20 roulements 16 par 8 par 5 pour 22 €, frais de port compris. 8 par 16 par 5 en 2 RS avec 5, c'est-à-dire c'est l'acier inox, bague en téflon, le pack de 20. 22-25 €, je crois que j'ai payé un truc comme ça. Et ce sont bien des roulements Kanzen qui vous livrent. Donc vraiment super sympa. Alors, démontage de celui-ci, on apprécie aussi que là-dessus, il y a partout de la vis à laine de bonne taille. Voilà.
Là aussi, tout est bien étanche, tout est bien huilé. Là, ça tourne un peu plus. Vous voyez, la couleur de l'huile a changé un petit peu. Mais elle sent toujours le silicone. Elle n'est absolument pas brûlée. Donc, Mani, il est super content. Et Mani, il vous laisse là. Il vous souhaite une bonne journée à tous. Et ceux qui sont en cours, restez sérieux, concentrez-vous. RC pas ta pouf. Ne rêve pas de RC pendant tes cours de maths. Faut suivre, hein. Salut les gars.